salue les élus, l'ensemble des présents, et bien sûr, notre hôte du jour, celui qui effectivement est responsable de ma présence cet après-midi parmi vous, cher Jean-François Soulet. Puisque vous m'y avez un peu invité, je vais, vous me le pardonnerez, effectivement, commencer par quelques considérations d'ordre personnel, car elles ne sont pas étrangères à ma venue ici, même si, comme vous l'avez souligné, monsieur le maire, ce n'est pas la première fois que je viens à Tarbes et dans les Hautes-Pyrénées. C'est vrai que, d'abord, je vous le rappelais, ça n'a pas été dit, j'ai passé mon bac à Tarbes, au lycée Théophile Gautier. Je me souviens très très bien, même si c'est vieux. 1982, hein, vous voyez, bon. Mais, le souvenir que j'en passe, c'est pas tant le bac, mais pendant les épreuves, il y avait le foot à Séville, France-Allemagne, tout le monde se souvient de ça. Hein? Bon, je ne reviens pas sur ça. On avait quand même eu le bac, on était perturbé hein, par tout ça, même si on était méritant, déjà à l'époque. Bon. Mais c'est vrai, donc j'ai passé mon bac à Tarbes parce qu'effectivement, moi, le Gersois, venu de Vic-Fezensac, si cher à mon cœur, j'ai fait mon lycée, comme on dit, cher Michel, à Garaison. Bon, d'habitude, quand on dit ça, vous voyez, ça, c'est plein de sous-entendus. On a foutu ce type à Garaison. Bon. Alors, moi, je ne sais pas s'il faut s'en défendre, s'il faut le nier, bon, c'est comme ça. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que, au début, ça a été un peu difficile, mais je pense, comme tout un chacun, en tout cas, que l'internat, c'est 3 ans quand même, interne, ça a beaucoup compté pour moi pour forger ce que je suis devenu. C'est une école de la vie, comme on dirait aujourd'hui. Bon, il y a un moment où on recherche quand même des repères, un cadre. Celui-là, incontestablement, en fut un. Bon, et on y a quand même beaucoup rigolé, je le dis quand même au passage. Et alors, ce que je veux vous dire d'ailleurs, je m'adresse à un éminent universitaire, c'est aussi une leçon de vie. J'étais donc là, j'étais dans les séries scientifiques. À l'époque, bon, comme il y a beaucoup d'anciens, je peux le dire, on appelait ça le bac C. Ça a disparu maintenant, mes filles, je m'y perds moi-même. Bon. Et donc, c'était comme ça, vous voyez, au collège, vous étiez un bon élève, clac, on vous mettait un C, c'était comme ça. Et ainsi de suite. Bon. Et alors, je poursuivais ma scolarité au lycée, dans cette belle série, mathématiques, physique, etc. Mais au fond de moi-même, je sentais que les disciplines, comme on dit, qui me plaisaient le plus, c'était plutôt l'histoire géo, le français, la philosophie. Jusqu'au jour où j'étais déjà en terminale, quelques encablures du baccalauréat, un prof d'histoire géo. Mais il ne dit pas d'ailleurs, celui de ma classe m'interpelle et me dit, mais qu'est-ce que tu vas faire l'année prochaine? Comme vous faites, faisiez la série C, et on le faisait à l'époque Maths Sup. Vous voyez? Matélève, ça va, ça, je ne veux pas dire, mais là, non. Ça n'existait plus, je le dis. Hein. Je suis vieux, je le reconnais, mais quand même. Bon. Donc, Maths Sup, ou, ben, évidemment, alors moi, c'était le lycée Ozen, très prestigieux, avec Fermat, qui était encore mieux, maintenant, bon, à Toulouse. À Toulouse. Bon. Alors, j'étais parti pour aller là-bas. Et ce prof me dit, mais non, mais tu vas t'ennuyer, tu n'es pas fait pour ça. Il dit, ben oui, bon, ben, regarde par exemple, Sciences Po, ça te correspondrait mieux que les ACO. Alors aujourd'hui, mesdames et messieurs, on prendrait un téléphone, on tape Google, en 5 minutes, on sait tout. Comment on appelle, le CDI de Garaison n'était pas encore outillé. Bon, donc il a fallu faire des recherches approfondies qui ont pris, comme dirait Fernand Reynaud, un certain temps. Oui, c'est comme ça, pour comprendre ce dont il s'agissait et m'apercevoir qu'effectivement ce prof avait raison, ça me correspondait mieux. Donc je bifurque. Bon oui, mais il y a un concours quand même pour rentrer. Je laisse passer le délai.
mal informés que nous étions. Et alors, qu'est-ce qu'on fait? On va faire de l'histoire. J'étais toujours passionné par ça. Et l'histoire, quelle était la fac, j'allais dire, territorialement compétente? C'était Toulouse, le Mirail. Bon, moi j'ignorais tout du Mirail à l'époque. Hein. J'ai appris à connaître. Bon. Mais je suis fier d'être passé là. Je le dis quand même haut et fort. Je suis revenu là il n'y a pas très longtemps avec ma casquette de président de la fondation Agir contre l'exclusion que Jean-François Soulet a cité tout à l'heure. Et ça m'a effectivement donné l'opportunité, la chance. On est tous marqués par des enseignants, des professeurs. Vous l'avez rappelé, 3 de mes 4 grands-parents étaient instituteurs, hein, outre ma propre mère. Bon. Mais d'être marqué par le prof d'histoire contemporaine. Les autres étaient très bien aussi. Mais celui d'histoire contemporaine, un peu mieux. Bon, Jean-François Soulet, je me souviens, il avait à la fois des méthodes pédagogiques extrêmement, que je trouvais assez innovantes. Je me souviens de cours sur le Premier Empire, etc., qui m'ont, je vous le dis, beaucoup marqué. Et puis j'ai quitté l'université de Toulouse de Mirail pour passer Sciences Po Paris, etc. Je suis monté dans la capitale, comme on dit ici, classiquement. Bon, mais j'ai jamais perdu cette passion pour l'histoire. Ça a toujours été pour. Ça reste aujourd'hui, presque en dehors de mes activités diverses, je ne lis quasiment que de l'histoire. Quand je suis passé, quand j'ai été Premier ministre, j'ai été interrogé par tous les journaux, télévisés, etc. Mais ma plus grande fierté, c'est d'être à la une du numéro 900 d'Historia. Et, je le dis, de La Vie du Rail. Ça, le reste entre nous, que les journalistes ici n'en prennent pas ombrage, mais bon, ça passe. Vous voyez ce que je veux dire? Ça passe. L'histoire, et donc tous ceux qui ont contribué à me former, et je le dis devant M. Soulet, du style en rougir. C'est vrai qu'après, à Sciences Po Paris, j'ai eu M. de Rosel, M. Bilza, des très graves. Mais il n'a pas à rougir. Je le dis, il n'a pas à rougir. L'enseignement qu'il donnait était de très haute tenue. De très haute tenue. Et encore une fois, vraiment contribué à me forger. Donc vous voyez que quand... Alors, j'ai perdu de vue, évidemment, après. Il ne savait pas qui j'étais, c'est normal, j'étais un parmi la masse. Mais moi, je le suivais, parce qu'en plus, c'était un universitaire très prolixe. Pas forcément le cas de tous, c'est-à-dire il écrivait. Non seulement il enseignait, mais il cherchait. Et notamment, je conseille vivement, mais ai-je à le faire ici, à Tarbes, tous les ouvrages qu'il a écrits et que j'ai lus avant de renouer le lien avec lui sur l'histoire des Pyrénées. Formidable, puisque comme il l'a dit, après, à la fois pour des raisons de santé et de mariage, je suis allé m'établir dans d'autres Pyrénées, un peu plus lointaines, plus à l'Orient, très belles aussi, je le dis, dont j'arrive d'ailleurs ce matin même. Donc je suivais un peu professeur Soulet, voyez-vous, messieurs, dames. Et un jour, j'étais Premier ministre, je me trouvais à Madrid. Alors là, quand le Premier ministre se déplace, il réunit, comme on dit, la communauté française. La communauté française, il y avait là une salle de foie gardi comme celle-là, puis un monsieur vient me voir, il me dit, ah monsieur, vous n'avez pas été étudiant au Mirail, par hasard? Si, oui. Ah, parce que j'ai un de très bons amis que vous avez peut-être eu, me dit-il. Et comment il s'appelle? Jean-François Soulet. Ah, évidemment. Évidemment. Et c'est comme ça, grâce à cet intermédiaire, que nous avons repris langue et que finalement, je suis cet après-midi parmi vous. Et j'étais très heureux que, bon, les Grecs disaient que l'histoire est circulaire, eh bien, d'avoir renoué ainsi avec à la fois mon ancien professeur et mes amours éternels pour l'histoire. Bon. On est ici à l'université du temps libre, et je le dis, j'en profite pour le dire, moi, au service, comme vous tous, de l'action publique, n'oubliez jamais, ai-je besoin de vous en convaincre, l'histoire, sa connaissance, l'éducation, l'instruction, la culture, appelez ça comme vous voulez, elles sont les fondements même de nos sociétés démocratiques et républicaines, sont les meilleurs antidotes contre toute forme d'intolérance, de guerre,
de divisions toujours à l'œuvre, hélas. L'histoire est aussi faite de beaucoup de pessimisme. Comme un honneur, l'invitation, cher Jean-François, que vous m'avez faite de venir parmi vous, ici, dans des terres qui sont un peu les miennes, inaugurer ces nouveaux locaux. Les universités du temps libre, vous en avez rappelé l'histoire, c'est très bien, enfin, c'est la force, c'est une vieille quête française, hein, quand même, se former tout au long de la vie. On en entend parler, mais enfin, on est quand même, vous avez parlé des petits péchés de notre enseignement supérieur qui viennent bien au-delà de l'université, on a quand même un peu trop, et c'est une faiblesse, je le dis, le culte de la formation initiale et du premier diplôme, qui scellerait des destins à vie. Ça, c'est, je le dis, avec l'optique, avec le recul qui est le mien aujourd'hui, l'optique comparative, c'est un peu un petit défaut, cet académisme excessif, cette diplômite nationale. Non, il faut y revenir tout le temps. La formation, d'abord le monde bouge, le monde change, la vie change. Donc cette soif d'apprendre, elle doit être continue. C'est vrai évidemment sur le plan professionnel, pour remettre à jour ses compétences, mais c'est vrai aussi évidemment au plan intellectuel. Et ça n'a évidemment pas de frontière d'âge, comme vous le démontrez avec beaucoup de talent. Donc je voudrais à mon tour saluer évidemment ces créations, et c'est heureux, je suis fier aussi que ce soit à Toulouse, que vous l'avez rappelé, la première université du temps libre, on appelle ça du troisième âge, a été créée. Vous me permettrez, et vous comprendrez toutes et tous, que je veuille à cet instant précis de mon propos citer l'université du temps libre d'Arras, créée en 2002 et dont l'un des cofondateurs fut Dominique Bernard, ce professeur lâchement et sauvagement assassiné il y a quelques jours. Il avait, lui aussi, une conscience civique très forte qui l'avait conduit, parce que finalement c'est aussi ce que vous faites, à considérer que donner du temps aux autres dans la transmission du savoir était tout sauf du temps perdu. Je vous disais, il n'y a pas de hasard, j'étais Premier ministre, les circonstances sont étrangement ressemblantes lorsque son collègue Samuel Paty a été assassiné dans des conditions un peu similaires. Vous le savez toutes et tous, il n'y a pas de hasard, c'est bien justement l'instruction, l'histoire, l'élévation de la pensée, la tolérance, la diversité que l'on cherche à atteindre. Disons-le ici haut et fort, elles sont inatteignables. Inatteignables, et la République restera la plus forte. Et chacun, où qu'il soit, doit se sentir concerné et concourir à ce combat qui, je le répète, est vraiment profondément républicain. Ayez cette soif d'apprendre en permanence. Qui que vous soyez, où que vous soyez, ça relativise tellement de choses. Hein, cette très très belle formule attribuée, je crois, à Socrate par Platon, qui disait à la fin de sa vie, un érudit s'il en était, je sais bien que je ne sais rien, n'est-ce pas? Plus on apprend, plus on voit l'immensité de ce qu'il reste à apprendre. Donc je voudrais à mon tour saluer votre dynamisme, sans doute une des universités populaires du temps libre, du troisième âge, parmi les plus dynamiques. Cela honore votre ville, monsieur le maire, votre département, monsieur le président. Ça prouve qu'il se passe des choses là. J'ai été moi aussi frappé par la diversité des enseignements. Vous avez même une vertu thérapeutique. Thérapeutique, je le parle, voilà. Donc, voilà, c'est bon mot de la fin, ça vous donne, mesdames et messieurs, longue vie, raison supplémentaire pour souhaiter longue vie à l'université du temps libre.